Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord, 0826 300 300, vous prenez la parole, on vous la donne pour débattre avec nos 4 invités. Au programme aujourd'hui, il se voyait Henri IV il y a 3 jours et son carrosse est déjà redevenu citrouille. Les débuts poussifs du Premier ministre François Bayrou qui s'enfonce tout seul à l'Assemblée nationale en essayant d'expliquer que Mayotte lui tient à cœur. Dommage qu'il n'ait pas dit que c'était dans le territoire national. On en reparlera d'ailleurs avec Jean-Claude Beaujour. Est-ce que François Bayrou fait les débuts les plus poussifs de l'histoire de tous les premiers ministres de la Ve République? C'est ce qu'on vous demande d'ailleurs, c'est ce qu'on vous pose comme question. Venez répondre. On va parler aussi de Marine Le Pen qui enterre déjà Emmanuel Macron pendant que François Bayrou s'enfonce tout seul. Marine Le Pen dit se préparer à une présidentielle anticipée comme si Emmanuel Macron allait être poussé à la démission dans quelques semaines ou dans quelques mois. On verra aussi si elle a raison de partir déjà en campagne. Et puis Bruno Retailleau qui était en direct de la Réunion ce matin sur BFM TV. Bruno Retailleau qui brise déjà le tabou migratoire sur la question de Mayotte. Il faudra s'attaquer au problème de l'immigration illégale pour reconstruire Mayotte. Ça fait scandale, notamment à gauche. Vous entendrez la réaction du maire, les écologistes de Grenoble ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, Éric Piolle, qui a jugé scandaleux ce rapprochement. Alors on va débattre avec vous. Vous prenez la parole, 0826 300 300. Mais avant, je vous présente nos 4 invités pour débattre. Benoît Perrin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le directeur de Contribuables Associés. Nous sommes avec Jean-Christophe Gallien également. Bonjour à vous, Jean-Christophe. Vous étiez sur Sud Radio quand on a appris en direct la nomination de François Bayrou. Vous attendiez-vous à tel début? C'est ce que vous nous direz dans quelques instants. Vous êtes politologue et conseiller en communication. Thomas Elexhauser, bonjour à vous. Bonjour. Un centriste pour défendre François Bayrou ce matin ou pas? Si je peux défendre le gouvernement, j'essaierai de faire au mieux. Encore eût-il fallu qu'il lutte un gouvernement. Voilà. Secrétaire général du mouvement Les Centristes, c'est le mouvement d'Hervé Morin, le patron de la région Normandie. Vous êtes aussi conseiller départemental de l'Eure. Et nous sommes avec Jean-Claude Beaujour. Bonjour à vous. Bonjour. Avocat, président du Forum Transatlantique. Si vous nous le pardonnez, on va plus parler de l'océan Indien que de l'Atlantique aujourd'hui. Ça paraît logique. Mais il y a une suite dans tout cela et on en parlera. Exactement. Et un point commun. Mais avant de passer à nos débats, on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Christophe, vous avez les deux, Jean-Christophe Gallien. Oui, pour une fois, c'est mélangé. Un coup de cœur et un coup de gueule. Voilà, ça tient à la célèbre algorithme. C'est ce que les parents et les jeunes gens qui vont rentrer dans l'enseignement supérieur fréquentent assidûment à cette période de l'année, qui s'appelle Parcoursup et qui, je sais, aujourd'hui est annoncé avec enfin quelques éléments qui permettent de un peu clarifier, un peu trouver un peu de lumière à l'intérieur de cette espèce d'obscurité algorithmique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment c'est fabriqué, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait, mais en tout cas ça donnait un résultat, on rentrait ses demandes et puis à la sortie on était dispatché vers quelque part. Et ça c'est mon coup de cœur quelque part, c'est-à-dire qu'on dans cette espèce de système qui est un système difficile de l'enseignement supérieur en France, on a une belle nouvelle, c'est des éléments qui permettent aux étudiants qui commencent aujourd'hui les lycéens qui commencent aujourd'hui de poser leurs vœux, en tout cas leur fréquentation de cet ensemble, et vont pouvoir avoir quelques éléments supplémentaires, leurs parents aussi, dont on sait qu'ils sont tous très inquiets par ce qui se passe, et à juste titre. Maintenant, ça cache pour moi quelque chose qui est absolument terrible et qu'on voit dans beaucoup de pays. Alors en France, évidemment, parce qu'on est en France, c'est-à-dire que en quelques années, la décennie, on va dire, on est arrivé à pratiquement 80% d'une classe d'âge qui passe le baccalauréat. Et sans pour autant, moi je viens de l'enseignement supérieur, j'enseigne, pas en ce moment, mais je l'ai fait jusqu'à très peu de temps parce que c'est une pause. La réalité, c'est que on n'a pas équipé l'enseignement supérieur pour cet afflux de population. Voilà, pour cet afflux de population qui est énorme, qui a été volontairement décidé à un moment donné, il y a quelques années, par un certain nombre d'acteurs politiques et qui, pour moi, est quelque chose qui est assez scandaleux dans l'idée qu'on fait fausse promesse. Alors, vous dites qu'il y a trop d'étudiants ou pas assez de profs? Alors, il y a l'un et l'autre. C'est-à-dire 80% d'une classe d'âge aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve dans d'autres pays aussi, qui vont dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est en France, on est quasiment en record, sans pour autant, et on le sait très bien, qu'il y ait, évidemment, je vous le dis, à l'enseignement supérieur, la capacité, sauf que on crée évidemment des appendices privés à l'enseignement supérieur public et privé qui étaient de qualité, exactement, qui font beaucoup de business. Pour les connaître, ça marche très bien, c'est très rentable. Et de l'autre côté, ensuite, on n'a pas les emplois qui correspondent à ce pourquoi les enfants vont être préparés. C'est-à-dire qu'en réalité, on le sait déjà, 80% d'une classe d'âge qu'on va amener dans l'enseignement supérieur pour des postes
entre guillemets d'encadrement, ou en tout cas avec un savoir technique dont on sait très bien que lui aussi va très vite être éliminé en rotation extrêmement rapide pour la suite, sans pour autant qu'on arrive à les préparer à ce qui est important, notamment sur la partie soft, c'est-à-dire en gros ce qui fait leur caractéristique d'être humain, eh bien on est dans un scandale absolu. C'est-à-dire on a un tout petit peu ouvert un peu de lumière sur un système qui essaie de lutter face à cet afflux de population vers un ensemble de l'enseignement supérieur qui n'est pas préparé. De l'autre côté ensuite, on continue à mentir sur l'idée que quand vous allez vous préparer dans l'enseignement supérieur, vous aurez ensuite des beaux résultats professionnels. Et aujourd'hui, c'est déjà une catastrophe. Et cette catastrophe, pour dédouaner, non pas dédouaner la France, existe par exemple aux États-Unis, où on a exactement la même chose dans un État comparable. Avec une nuance que Jean-Claude Beaujour nous rappellera, c'est qu'aux États-Unis, les études coûtent tellement cher qu'il faut s'endetter. On n'est pas très loin en France aujourd'hui. On est vraiment très loin. On ne parle pas des mêmes. Jean-Claude, je vous assure que juste, je finis avec ça. Vous avez effectivement, pour bien connaître le système américain, moi j'ai enseigné et j'ai été étudiant payant mes études aux États-Unis. C'est vrai que les choses ont explosé, notamment dans les parties. Ça coûte combien une année d'études aux États-Unis ? C'est très variable. Et vous avez aux États-Unis, il y a tout. Alors il y a des classements, par exemple, extraordinaires aux États-Unis. Vous avez un ratio, par exemple, efficacité universitaire, emploi derrière, pour le prix coûtant. Vous avez, par exemple, Texas A&M, université dans le Texas, qui coûte à peu près $5,000 par an. Voilà, $5,000 par an, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on coûte aujourd'hui une école privée en France. Et vous avez aussi quand vous payez le full package, on va dire le prix complet de certaines écoles de l'Ivy League, c'est-à-dire les principales universités américaines, on est à $100,000 par an. Donc voyez, donc on est entre ça et ça, mais au milieu vous avez quand même une réalité. Et vous avez une réalité. Et si vous êtes très bon à l'université, allez au lycée, si vous êtes très bon au lycée, on va dire, et si vous êtes un très bon sportif, vous payez beaucoup moins cher que ça. Jean-Claude, moi je voulais aussi dire que les études secondaires se payent, etc., etc. Donc c'est vrai que pas toutes, Jean-Claude. Oui, mais après, il faut savoir où on se trouve. Mais globalement, tout ça coûte très cher. Moi, je voudrais revenir au système français. C'était Jack Lang qui avait dit, quand il était ministre de l'Éducation, 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. En soi, c'est une bonne idée parce qu'effectivement... C'est une bonne idée parce qu'un certain nombre de pays pratiquent cela et on voit bien que si vous prenez la Corée du Sud, c'est par le niveau d'éducation qu'on a accompagné le développement et notamment le développement industriel. Sauf que nous avons un sujet. Si vous prenez, alors même que nous manquons d'ingénieurs, si vous faites des tas de docteurs en sociologie, c'est vrai qu'à l'arrivée, ça coûte très cher et ce sont des gamins qui, forts de leur doctorat, se retrouveront vigiles au Monoprix. Alors c'est un peu exagéré, mais c'est vrai. Si, parce que le type qui a passé 7 ans à préparer un doctorat, vous ne pouvez pas en faire un infirmier à l'arrivée. Donc il ne faut pas se raconter d'histoire. On ne peut rien en faire quand on est employeur. Et vous, comme radio, vous êtes employeur, même si un type arrive avec un doctorat en sociologie, s'il ne peut pas tapoter... Il peut faire du journalisme. Non, mais il ne peut pas tapoter sur les ordinateurs. C'est moins grave que celui qui s'arrête en maîtrise. Je termine juste là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je partage complètement. Il n'y a pas d'adéquation aussi parce que culturellement, pendant très longtemps, les enseignants ont considéré qu'ils n'étaient pas là pour préparer à une formation, à un métier. Ils étaient là pour transmettre du savoir. Ma belle-sœur, qui est professeure de français, me l'a souvent rappelé. Je suis là pour transmettre du savoir. Donc il y a eu aussi... C'est pas absurde de vouloir transmettre du savoir dans le pays des Lumières quand même. Mais attendez, vous pouvez, ça n'est pas absurde, mais si vous excluez complètement la finalité de tout cela, eh bien vous pouvez arriver à... Vous ne pouvez plus travailler. Vous pouvez vouloir dire, par exemple, dans le monde professionnel que je connais un petit peu, moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un collaborateur qui va babiller 50 langues, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse effectivement traiter un dossier en espagnol, en italien. Donc ça sert à rien de faire 5 langues vivantes si on en possède bien aucune. Alors Parcoursup, on sera peut-être amené à en reparler, mais on va parler surtout de la situation de Mayotte et des problèmes politiques que ça pose, notamment du côté du palais de l'hôtel de Matignon. Restez avec nous sur Sud Radio, prenez la parole, 0826 300 300. Les débuts pour le moins poussifs et chaotiques du Premier ministre François Bayrou, on avait l'impression qu'il se préparait à ça depuis 40 ans. Est-ce qu'il s'attendait à de tels débuts ? Tiens, on va en parler dans un instant avec nos 4 invités. Ce sera juste après les infos de 11h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14 banques populaires, première banque des PME.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord, tiens, sur les débuts de François Bayrou, pourquoi pas. On va en débattre avec nos 4 invités sur Sud Radio ce matin. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, Thomas Elexhauser, secrétaire général Les Centristes, et Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique. Mettez-vous d'accord sur les débuts de François Bayrou. On va en parler. On va revenir aussi sur les autres actualités de ce matin, notamment politique. Marine Le Pen qui anticipe déjà une démission d'Emmanuel Macron. Si François Bayrou ne tient pas très longtemps, Emmanuel Macron fragilisé. Est-ce qu'elle a raison de partir tout de suite en campagne? C'est ce qu'on va se demander. Et Bruno Retailleau qui provoque déjà un tollé en arrivant à Mayotte et en disant que pour reconstruire l'île, il faudra quand même s'attaquer à la situation migratoire. Est-ce qu'il a raison ou est-ce que c'est la gauche qui a raison d'être scandalisée? On l'a entendu ce matin notamment dans la bouche d'Éric Piolle chez Jean-Jacques Bourdin dans le Rematin Sud Radio. Bref, voilà pour nos débats. Mais avant ça, les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. Ça tombe bien, ça tombe toujours sur François Bayrou ce matin. Toujours sur François Bayrou. Alors, on va parler d'abord avec vous, Benoît Perrin. Vous êtes directeur de Contribuables Associés. Des déplacements de François Bayrou. Je n'abuse jamais des moyens de l'État, dit-il. Pourtant, il a pris un jet public, un jet de l'État pour aller à Pau. Alors exactement, je voulais insister sur vraiment le comportement hors sol, et c'est le cas de le dire justement, de François Bayrou, vous l'avez dit, qui décide de prendre un avion pour assister à un conseil municipal à Pau. Alors, en politique, vous savez que les Français sont attentifs aux résultats. Là, ouais. C'est quand même compliqué de lui en vouloir de ne pas en avoir, puisque par définition, il vient d'arriver. Et puis, il faut faire évidemment preuve de courage justement pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc ça, sur le fond, on peut pas lui reprocher grand chose. En revanche, les résultats, la politique, ce sont des résultats, mais aussi des symboles. Et là, franchement, les symboles, c'est facile à prendre. Je veux dire, vous pouvez très rapidement vous mettre les Français dans votre poche en prenant des mesures vraiment de bon sens, et notamment des mesures de bon sens sur l'utilisation que les Français confient à nos responsables politiques. Et là, comment vous avez les facilement... Et là, quand même, on est obligé quand même de se dire, à l'heure où vous avez des vidéoconférences, à l'heure où les Français vont devoir faire des efforts, on est quand même obligé d'être profondément déçu, pour pas dire scandalisé, par un comportement, mais je veux dire presque d'un autre âge, quand on sait qu'effectivement François Bayrou a utilisé 12 000 euros d'argent du contribuable pour se rendre à un conseil municipal, et donc du coup pour asseoir en quelque sorte sa légitimité locale. Il va vous répondre malgré tout que s'il fait tout par visioconférence, on lui reprochera à raison de ne pas sortir de Paris. Eh bien, franchement, il vient d'être nommé Premier ministre. Personne lui en voudra de dire, écoutez, voilà, les temps sont durs. Et ben voilà, je fais une économie en quelque sorte de 12 000 euros. Contrairement à mes prédécesseurs, moi je vais faire de ça de mon bureau. Et je pense qu'il n'y a pas un Français qui lui reprochera de faire des économies. D'autant que par définition, il est connu de sa base, sûr, donc on sait bien qu'il n'est pas... Mais les Français comprennent qu'en fait, s'il utilise ces 12 000 euros, c'est pour asseoir, encore une fois, son assise à Pau. Ce qui est drôle, il est allé en jet à Pau pour rencontrer son opposition municipale, qui l'a enguirlandé tout le conseil municipal en lui reprochant d'être venu. Et là, sa première déclaration politique, c'est de dire, en gros, qu'on va revenir sur le cumul des mandats. Là aussi, on gaspille l'argent des Français, et en plus sa première déclaration publique, c'est de dire en gros, bon, on va s'intéresser à nous. À nous, c'est qui? Nous, c'est de la mauvaise polémique. En gros, il pense qu'à lui. Je trouve que c'est un début catastrophique. Je crois que sur le fond, on peut effectivement regretter que depuis un certain nombre d'années, je pense notamment à quelqu'un qui a été plutôt bien noté pendant sa période, Jean Castex, qui utilisait beaucoup l'avion public individuel pour entrer chez lui dans les Pyrénées, les Pyrénées, aidez-moi, Pyrénées, non pas Atlantique, mais orientales, exactement, dans les PO. Et donc c'est quelque chose qui est devenu une espèce d'usage assez pratique, voilà. Donc effectivement, on peut se poser la question de savoir si ça aussi, ça pourrait pas être regardé de plus près. On est bien d'accord. Dans l'affaire de Bayrou, je pense qu'il avait très envie aussi d'aller faire un conseil municipal en étant devenu Premier ministre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui tient à l'idée intime, personnelle de quelque chose qui était... Voilà, je suis chez moi, et je voulais montrer, je pense très concrètement, cette idée sur laquelle lui, on peut lui faire reproche sur l'idée du cumul des mandats, cette idée que, voilà, on relie davantage aujourd'hui, on doit y réimaginer, relier davantage le sol de la gouvernance nationale, et donc en fait les territoires ou les provinces, ou en fait finalement la vraie vie, si vous voulez, de ce qui se passe à Paris en général, puisque c'est un système très centralisé. Entre parenthèses, on a depuis très longtemps oublié de reparler décentralisation. C'est quelque chose qui est sorti complètement du vocabulaire politique. Et donc effectivement, lui faire le reproche, c'est sûr, sur la tendance générale, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire ça. Aujourd'hui, on n'a pas à faire ça, compte tenu du moment, on a dit de finances publiques et ainsi de suite. Après, sur le moyen terme, c'est quelque chose qui a été fait.
trop souvent refait. Donc lui faire le procès à lui, oui, c'est bien parce que c'est lui qui est Premier ministre à ce moment-là. Et pour l'affaire du travail, ce qui était l'idée peut-être de démontrer qu'il faut relier à nouveau le terrain, les populations, la réalité avec la gouvernance parisienne étatique ou en tout cas centrale, peut-être que ça c'est un vrai sujet autour notamment de ce qu'on reproche à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus en lien, en tout cas, avec le terrain. Vrai sujet, sauf que c'est pas ce que François Bayrou a toujours dit. Pendant des années, il voulait interdire le cumul des mandats. J'ai entendu à l'instant dire mauvaise polémique. On peut imaginer que ce soit bonne, mauvaise polémique, parce qu'en matière de communication, les deux positions sont audibles. Moi, je crois qu'au-delà de ce fait, en réalité, ce que ressentent les Français, je dis bien c'est ce qu'ils ressentent, c'est qu'ils ont le sentiment que les hommes politiques, quels qu'ils soient, tout parti confondu, ne comprennent pas ce que eux vivent. Parce que par exemple, moi je vais le dire de manière très concrète, quand je dois faire un déplacement, 12 000 € pour moi c'est un budget, quel qu'il soit. Et donc je m'interroge sur le point de savoir, donc après on prend ou on prend pas la décision. Et c'est cela que les Français attendent, c'est qu'on n'a pas toujours le sentiment que dans le logiciel de l'homme politique en fonction de direction et dans son entourage, qu'on s'interroge. C'est-à-dire qu'avant de me déplacer, j'interroge un client, je vois avec le client, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié, combien ça va. Et il arrive qu'un client me dise, oui, maître, vous traversez l'Atlantique parce que l'enjeu, et là on prend... Non, mais parce qu'on prend la décision. Et en fait, au-delà de, est-ce qu'il aurait fallu qu'il y aille, je peux comprendre qu'il veuille marquer le terrain, ça peut être symbolique, de dire que le Premier ministre vient en territoire, ça peut être aussi ça je l'entends. Mais je crois que derrière, au-delà de la question... assumé, hein. Non, mais c'est pour qu'on aille un peu de l'avant, parce que sinon on va te dire qu'on va se faire... Il faut qu'on aille un peu sur le fond aussi. C'est cela que reprochent nos concitoyens, c'est qu'ils ont le sentiment que les hommes politiques ne savent pas 12 000 € c'est quoi. Moi je peux vous dire ce que c'est que 12 000 €, parce que nous avons à gérer des budgets, et quelles que soient les sommes, vis-à-vis de mes clients, quelles que soient les sommes, avant de faire le moindre déplacement, on interroge, parce qu'on sait ce que représente tel ou tel. Mais après il y a le symbole, alors au-delà de l'argent, au-delà du prix par exemple. C'est pas les 12 000 € qui vont rétablir les finances publiques. Mais lui, il a assumé. Mais il y a des symboles. Et encore une fois, les Français en ont ras-le-bol de ces gens qui sont incapables de changer de logiciel et qui pensent qu'effectivement, l'argent des Français, c'est quasiment le leur, sans se poser la question. Vous avez tout à fait raison de se dire, en gros, voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est justifié ou pas ? Et puis il y a surtout le mobile, mais il y a surtout le mobile de ce déplacement et de ce couac. Pardon, parce qu'on est quand même face à la plus grave catastrophe naturelle que la France ait connue depuis 1902 en Martinique. On a le même jour un gosse de 13 ans qui se fait poignarder devant son collège à Paris. Et monsieur le maire de Pau, qui devient Premier ministre, trouve rien de plus prioritaire que d'aller à Pau en jet public pour rappeler qu'en plus il faudrait abolir le cumul des mandats pour permettre aux maires comme lui de prendre davantage de fonctions. C'est quand même extrêmement égocentré. Voilà, il a complètement assumé hier dans son intervention, puisque les trois quarts des groupes... Non, mais il l'assume. Il dit clairement, moi j'assume de dire que je suis un élu d'une grande ville, en l'occurrence Pau, que c'est mon ancrage local, c'est son ancienne circonscription, dans lequel il a été battu d'ailleurs, et sur lequel il s'est jamais représenté depuis qu'il a été battu en 2012, on l'a oublié, et de dire, moi j'assume de dire que je ne veux pas, parce que je suis devenu Premier ministre, m'enfermer dans mon hôtel Matignon, me couper de ma base électorale, de là où je suis élu, de là où j'habite. Il a complètement assumé. Et excusez-moi, on va pas faire un quart d'heure à savoir si tel ou tel vol et trajet est justifié en avion ou pas en avion. Je ne parlais pas que du vol, je parlais de la priorité. Rappelez-vous, François Hollande, une fois élu président de la République, avait dit « je ferai attention ». Il avait fait son premier déplacement à Bruxelles en train. Et souvenez-vous de la polémique gigantesque qui avait nécessité un gendarme à chaque pont entre Paris et Bruxelles et des moyens humains et de sécurité considérables du fait qu'ils prennent le train pour mobiliser une carte. Je crois qu'il y a, on est assez d'accord finalement à peu près tous, c'est-à-dire qu'on prend une partie de ce gâteau et on se dit qu'on fait un vrai gâteau avec. Maintenant, il y a la question du mobile en effet, du pourquoi. Le pourquoi, moi je conteste pas un Premier ministre effectivement pour des raisons de sécurité, de facilité, d'efficacité, de temps passé, de prendre un avion qui existe, celui de la République. De toute manière, quand il est au sol, il coûte de l'argent. Donc il est maintenu en permanence. En réalité, il est maintenu en état de voler, en état de possibilité de voler immédiatement. Avec des équipes qui attendent. À juste titre, voilà. Il y a des ministres, c'est une flotte. Non mais c'est une flotte. La réalité, c'est une fois qu'ils volent, effectivement, ils coûtent, mais ils coûtent déjà beaucoup au parking. Je vous assure que c'est pas rien le frais de parking pour un jet privé ou public quel qu'il soit. Donc ça, c'est un point essentiel. Ça, il faut qu'on le sache. C'est-à-dire que ça existe, ça fait partie du standing et des manières, pas du standing, des capacités de déplacement. L'avion, c'est pour voler, pas pour rester au parking. Exactement. Et donc
Donc à partir de là, on a ça. Maintenant, voilà. pour aller à Pau, je le redis, je pense qu'il y a du personnel là-dedans. C'est de l'intime, c'est tellement attendu, c'est quelque chose qui ne pouvait pas. J'arrive à Pau, je retourne. Effectivement, il faut souligner que ce François Bayrou, il a jamais été se déplacer dans une autre circonscription pour se faire élire dans un autre territoire. C'est quelqu'un qui est resté très ancré par rapport à ses contemporains politiques. Vous parliez de Jack Lang tout à l'heure qui faisait le 80% de baccalauréat. Entre autres bêtises que celle-là, il a aussi fait beaucoup de voyages politiques, électoraux. Il a été Blois, puis après il est parti dans le Vaucluse, etc. Voilà, il continue pas à sévir, mais il continue quand même à alourdir les frais, notamment de fonctionnement de l'Institut du monde arabe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Bayrou, peut-être ce moment-là. C'est symbolique aussi dans le sens inverse, je suis assez d'accord. Il faut faire attention, même si ces avions, il faut aller pour traiter le problème à Mayotte, oui, pour aller parce qu'il y a un enjeu majeur à un moment donné. On aurait fait la même polémique si le maire de Mamoudzou était Premier ministre et qui était retourné à un conseil municipal à Mamoudzou plutôt que d'aller porter assistance à des milliers de Béarnais ravagés par des inondations. Exactement. Mais quoi qu'il en soit, au-delà du coup, c'était aussi la raison. Restez avec nous sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, on se retrouve dans quelques instants. Une autre gaffe de François Bayrou, il n'y en a pas qu'une. À chaque fois, c'est comme le calendrier de l'Avent. Chaque jour, vous en ouvrez une nouvelle. Vous n'êtes pas tendre avec Mayotte fait-elle partie du territoire national? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. C'est le coup de gueule de Jean-Claude Beaujour. Vous voyez, tout arrive sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant avec vous tous. À tout de suite. Mais avant ça, on a une surprise pour vous. Parce que j'ai parlé de calendrier de l'Avent, c'est la période de Noël aussi, chers amis. Les auditeurs, c'est aussi pas pour nous en plateau. La période du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors on a plein de cadeaux à vous offrir pour vous qui nous écoutez, qui pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. Au hasard, vous pourriez gagner dans quelques minutes un coffret de la marque Maricor. Alors ça contient des produits de beauté d'une valeur de 120 € quand même, un beau cadeau. Vous avez aussi un casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Est-ce que ça vous sert tout ça? Est-ce que vous voulez ça au pied de votre sapin? Sud Radio vous l'offre, 0826 300 300. Dites un chiffre, Jean-Claude Beaujour, entre 0 et 10. 7. Le 7e appel décrochera l'un de ces cadeaux. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord. On parle beaucoup de François Bayrou. Ce matin, il ressemble à Saint-Sébastien. À chaque fois qu'on parle d'un nouveau passage, une nouvelle flèche décochée par l'un de nos débatteurs. On est toujours avec Benoît Perrin, Jean-Christophe Gallien, Thomas Elexhauser et Jean-Claude Beaujour. François Bayrou qui se défend donc de son escapade paloise tout de suite en plein désastre mahorais. François Bayrou qui a passé la journée hier à se défendre tout seul face aux députés et qui a notamment commis 7 gaffes. Écoutez. Vous dites que le gouvernement n'était pas à Mayotte, ce n'est pas exact. Il y avait 2 ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, qui étaient hier à Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Le territoire national. Alors on rappelle, Mayotte fait partie du territoire national. C'est difficile de gaffer autant. Attendez. Si on est obligé de rappeler aujourd'hui que Mayotte est française depuis depuis le 19e siècle et département français depuis 2011 et a rejoint la République, en tout cas a décidé de rester dans la République. Il y a un débat sur la question de la territorialité. Depuis 1974, Valéry Giscard d'Estaing venait d'arriver aux responsabilités. Moi, ça me pose problème. Et c'est là où je vais être à la fois dur, mais aussi indulgent vis-à-vis de François Bayrou. Jean-Claude Beaujour en colère, ça n'arrive pas tous les jours sur Sud Radio. Dur parce qu'effectivement, il parle de territoire national, alors que Mayotte est le territoire national, c'est la France. Mais derrière le propos de François Bayrou, il n'y a pas que François Bayrou à être responsable. Ça veut dire que dans l'imaginaire national, et notamment politique, l'outre-mer n'est toujours pas la France. C'est un peu des îles un peu éloignées. C'est ça la réalité, à la décharge d'ailleurs de François Bayrou. Il n'est pas pire que les autres. Je pourrais vous reprendre les cinquantaines, les centaines d'erreurs de loupés des uns et des autres, à droite comme à gauche. Donc lorsque j'entends pleurer aujourd'hui en disant c'est dramatique ce qui se passe, combien de morts, etc., pardonnez du peu. Tout le monde savait que ce qui vient de se passer pouvait se passer parce que l'habitat... Pas dans ces proportions-là. Tout le monde a été surpris, y compris les services de l'État. Non, attendez. Je vais réitérer mon propos. Vous avez déjà vécu une tempête tropicale ? Non.
Eh bien, je peux vous dire que pour en avoir vécu beaucoup, et on sait en France aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de morts, notamment aux Antilles. Nous avons vu ce qui s'est passé en Floride. Quand vous voyez les constructions en Floride, vous imaginez très bien que si la même chose se passe, et on n'a pas besoin d'être météorologue ou polytechnicien pour savoir que si vous avez 3 gouttes d'eau à Mayotte, avec ces fameux bangas, tout s'en va. Ce sont des tôles et des morceaux de bois qui ne tiennent sur rien. Sauf que par définition, on ne peut pas imposer des normes de construction à des constructions illégales qui se construisent toutes seules à l'insu de la puissance publique. Nous sommes en France, il y a des règles. Vous imaginez si vous aviez les mêmes constructions en plein Paris. On est capable de reconstruire Notre-Dame, on est capable de sécuriser des sites, on est capable d'organiser ce qu'il faut. Et vous venez de me dire qu'on ne peut pas faire respecter les lois de la République. Mais il n'arrive pas 50 000 ou 10 000 ou 20 000 personnes à Paris tous les ans dans des bidonvilles. Attendez, et alors, j'ai pris des positions là-dessus, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. On y reviendra, parce que c'est ce que veut Bruno Retailleau. On pourrait en parler, mais mon sujet, avant d'être là-dessus, c'est surtout, on vient dire aujourd'hui c'est dramatique, oui, mais c'était inévitable. C'est un drame inévitable. Il y a dans ce que dit Jean-Claude, il y a 2 éléments. Le premier, c'est effectivement que la France n'ait pas compris ou n'ait pas saisi l'opportunité de valoriser davantage son outre-marin. On l'a vu notamment dans l'affaire dans l'Indo-Pacifique, à la fois dans la vente des sous-marins, puis après derrière loupé avec l'Australie. La Nouvelle-Calédonie est essentielle aujourd'hui pour un dispositif qui fait face à la Chine et à l'expansion chinoise dans le Pacifique, par exemple. Et on le vit parce que ce qui est à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie est quand même très porté par des intérêts chinois, notamment côté Kanak, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas su valoriser depuis très longtemps. On l'a pas compris sur le terrain géopolitique, si vous voulez. Et les Antilles, on n'est pas très loin de la réalité. Ce qui se passe en Guyane, notre pied en Amérique du Sud, vous vous rendez compte, c'est un point essentiel. On est sud-américain et on ne sait même pas quand est-ce que le président de la République, hormis quand il est allé pour le G20 voir ses collègues et Lula, et notamment ces derniers temps, une visite au Brésil, même au Venezuela, difficile à fréquenter, mais quand même malgré tout existant, la Colombie, voilà, on oublie tout ça. Ça fait longtemps que personne n'y est allé. Et puis alors après, quand on va dans l'océan Indien, on retrouve à peu près ça, sauf à la Réunion, où on sait bien s'emparer de la Réunion. Il y a quelque chose qui est fait, notamment en relation avec l'Afrique, mais après avec d'autres îles. Donc ce point-là est une réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas su, non pas rien faire. D'outre-mer déshérités. Alors déshérités, ça c'est une autre affaire. Il y a des grandes variations. Ce que je disais l'autre fois à une journaliste, notamment sur une chaîne pas très loin, qui disait qu'effectivement les Antilles, notamment, avaient été méprisées. C'est vrai, c'est faux à la fois, parce que si vous partez de la Martinique ou de la Guadeloupe, vous prenez un petit bateau, vous allez à Jamaïque, c'est déjà plus la même situation en termes de PIB par habitant. Et puis si vous partez de la Jamaïque ensuite à Haïti, là vous tombez dans un autre contexte. Donc il faut proportion garder. Après, quand on est dans le cas de Mayotte, alors pour revenir concrètement à Mayotte, on a déjà un chaos à Mayotte, avant même qu'il y ait cette espèce de cyclone terrifiant. Le chaos était déjà existant pour des raisons migratoires, vous l'avez très bien dit, pour des raisons de violence et d'insécurité, les gangs qui sont là, qu'on laisse faire, et puis pauvreté bien sûr, et parce que natalité, la première maternité d'Europe est là-bas. Vous vous rendez compte? Donc on est dans l'incontrôle total, le préfet vivant dans une île en face de l'île. Il y a une question que j'aimerais poser à Benoît Perrin de Contribuables Associés. Est-ce que la France a toujours les moyens de développer des départements aussi lointains, aussi bien qu'un département de métropole? C'est effectivement une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, parce que il y a il y a des besoins qui sont par définition très importants dans ces territoires éloignés de la métropole, qui coûtent naturellement très cher, mais les habitants eux-mêmes achètent des produits qui sont très chers. Je veux dire, sur place, il y a des coûts les denrées alimentaires sont à peu près à 30 ou 40% plus cher qu'en métropole. Donc, je veux dire, même pour les gens qui habitent, c'est très dur. Après, j'y viens. Je crois que en quelque sorte, le relativisme n'est pas de mise, parce que quand on regarde effectivement Mayotte, on voit que le taux de pauvreté est monstrueux. Je crois que c'est à peu près, je regardais 60, les 3/4 des habitants en gros qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et l'état civil est incertain. Mais si on regarde les voisins, et ben en fait, c'est des riches. Donc en fait, on est toujours le pauvre de quelqu'un ou le riche de quelqu'un. Et là, en l'occurrence, il y a une immigration très importante. On va en parler dans un instant. C'est notamment pour effectivement bénéficier d'un certain nombre de services. On va la poser dans un instant. Votre question appelle une intervention de ma part parce qu'elle est choquante. Vous demandez est-ce qu'on a encore les moyens de traiter des Français comme les autres Français? Il y a des principes. Moi, je crois en la Constitution, je crois en l'unité de la République, dans la continuité territoriale, de demander si on est en mesure de
de traiter d'autres Français comme les autres. Je ne comprends pas votre question, elle me choque. Mais non, c'est pas la question. Vous avez le droit d'y répondre, tout à fait. Vous avez le droit d'être choqué par une question. Je peux répondre et je vous dis que je suis choqué par cette question. Je ne me pose pas la question lorsque l'un de nos concitoyens français est au bout du monde et qu'on déploie des moyens de la République. Là, pour le coup, c'est pas un vol à 12 000 €, mais qu'on va chercher des gens. Lorsqu'il y a des gens qui sont otages et on sait très bien ce qu'on paye, des sommes considérables pour sauver l'un de nos concitoyens, là en Afghanistan, là ailleurs, eh bien je ne lésine pas et ce sont mes impôts qui le payent. Je trouve cela parfaitement normal. Donc je trouve que la question est surprenante. La question est surprenante et pourquoi pas, justement, vous avez raison d'en parler. Je disais ça aussi parce que on parlait de la Nouvelle-Calédonie comme poste avancé face à la Chine, mais imaginons que nous ayons un bras de fer un jour. Pourquoi pas militaire avec la Chine à l'autre bout du Golfe? La question des moyens de la France à défendre simplement ces territoires s'opposerait, on serait toute seule. Non, mais on reviendra sur la question géopolitique, mais c'est très bien de l'avoir posée parce qu'elle permet aussi de remettre l'église au milieu du village. C'est de dire que je ne me... Vous savez que dans une famille, quand vous avez 5 enfants et que l'un d'entre eux est à l'autre bout du monde, vous allez le chercher. À l'autre bout du monde, est malade ou est a fait de moins bonnes études que d'autres, eh bien, vous ne vous posez pas la question, vous faites pas un tableau Excel en demandant combien vous dépensez par enfant. Et c'est ce que la France est en train de faire, en tout cas pour les catastrophes. C'était un peu comme ça que j'avais compris votre question, mais ça me donne l'occasion de rappeler qu'il y a l'unité de la République. Moi, je ne connais qu'une chose, c'est l'état de droit. Eh bien, il y a une constitution et qu'on l'applique dans sa globalité, dans sa totalité. Et il y a tous les gens qui arrivent à Mayotte ne sont pas les compatriotes. On est d'accord. J'ai écrit là-dessus. Mais le sujet central, c'est quand même ça. J'ai écrit là-dessus. Mais c'est pas la question posée. Entre l'état de droit et l'état d'urgence, on va y reparler. On va en parler dans un instant. Je suis très à l'aise. Restez avec nous sur Sud Radio. Justement, faut-il s'attaquer au problème migratoire de Mayotte pour reconstruire l'île? C'est ce que pense le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ça fait scandale à gauche, notamment, y compris sur Sud Radio ce matin, avec le maire de Grenoble, Éric Piolle. On va en parler avec nos invités dans un instant. Mais avant ça, on accueille Johan. Johan qui est lyonnais, je crois. Bonjour Johan. Le 7e. Bienvenue sur Sud Radio, mon cher Johan. Merci beaucoup. Vous étiez le numéro 7, c'est Jean-Claude Beaujour qui avait choisi ce chiffre. Bon, vous avez gagné un cadeau au pied de l'arbre de Noël Sud Radio, le grand sapin de Noël. Est-ce que vous voulez qu'on le découvre avec vous, votre cadeau? Je veux bien qu'on le découvre, oui. Allez, c'est parti. C'est pas mal, Johan. Vraiment, c'est pas mal. Vous avez une carte cadeau d'un montant, tenez-vous bien, de 200 € pour vous offrir ou offrir à quelqu'un des bracelets Le Vent à la française. C'est une marque de bracelets mixte, d'excellence, soit pour garçons, soit pour filles. C'est 100% français, c'est important de le rappeler. C'est des matières premières confectionnées à la main, garantie à vie, ajustable, personnalisable. C'est presque un Scooby-Doo, mais c'est très beau, vous allez voir. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est des bracelets tendance disponibles dans plus de 1000 magasins et surtout sur le site leventàlafrançaise.com. Vous savez pour qui ce sera ou pas? C'est Noël avant l'heure, là, c'est top. C'est pour vous, pour vos enfants, pour vos frères et sœurs? Pour moi, je vais me faire plaisir. C'est bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sud Radio est ravi de vous l'offrir. Donc vous tous qui nous écoutez, faites comme Johan, vous nous appelez au bon moment, 0826 300 300. Joyeux Noël, Johan. Et bon Noël à toute l'équipe. Et à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord sur la situation à Mayotte et la manière dont la France pourrait parer à l'urgence. Je le rappelle, le bilan est toujours incertain après le passage de ce cyclone Chido sur l'île mahoraise. On ne sait toujours pas combien il y a de victimes. Un certain nombre sont probablement déjà enterrés, comme le veulent les coutumes locales. Et on ne saura probablement pas combien il y a de morts. Pourtant, la préfecture disait s'attendre à plusieurs centaines, voire milliers de victimes. Et on est probablement face à la plus grave, je le redis parce que c'est important d'avoir des repères historiques, la plus grave catastrophe naturelle depuis 1902, lorsque la montagne Pelée a englouti Saint-Pierre à la Martinique. Voilà ce qui s'est passé. Comment faire pour reconstruire Mayotte? Que faudra-t-il faire? Quelqu'un ce matin a jeté un pavé dans la mare chez nos confrères de BFM. C'est le ministre de l'Intérieur. Il faudra s'attaquer au problème migratoire. Il est allé plus loin. Il a ajouté, il faudra aussi être beaucoup plus dur avec les Comores, accusés d'encourager une immigration illégale pour lui permettre un jour de récupérer cette île dont elle revendique la souveraineté. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau ce matin et ça a scandalisé l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, était son invité. C'était à 8h30. Le point majeur, c'est les propos ignobles de M. Retailleau. C'est dingue. C'est la plus grande catastrophe qui touche la France depuis un siècle. Et lui, il dit quoi? Non, le problème, c'est l'émigration. S'il y a plus de 40% de la population qui vit dans des abris de fortune, c'est bien par le sous-investissement de la France. C'est pas le problème migratoire. Je ne vois pas la différence, en fait, idéologique entre M. Retailleau et le Rassemblement national.
C'était Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, ce matin invité de Jean-Jacques Bourdin. Il est scandalisé, Éric Piolle, qu'on parle d'immigration. Est-ce que vous êtes scandalisé, Thomas Alexa Hausler ? Je suis absolument pas scandalisé. Je suis d'accord avec les propos du ministre de l'Intérieur. Tant qu'on n'arrivera pas à régler les difficultés qui existent entre les Comores et Mayotte, avec cette immigration devenue folle, ces femmes que l'on met dans des embarcations et qui accouchent sur le territoire de Mayotte, on ne pourra pas régler le problème de fond. Il y a 10% des Mahorais qui ont une assurance. On a des problèmes de sécurité, d'insalubrité, d'accès à l'eau potable. Et vous m'avez pas cité mon coup de cœur pour le moment. Moi, je voulais faire un coup de cœur tout à l'heure. J'y reviendrai. Mais moi, je suis en plein accord. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de dégâts et autant de victimes ? C'est parce qu'on n'arrive plus à maîtriser les flux et que toutes ces habitations de fortune ont été construites par des personnes qui sont en situation, je suis désolé de le dire, irrégulière. Et qu'on ne sait pas combien et qu'on ne peut pas accueillir sur le sol de Mayotte. Alors, moi, je trouve que c'est une sorte de dogmatisme de la part du maire de Grenoble, une forme de cécité pour ne pas voir la réalité. Alors il m'aurait dit, c'est peut-être pas encore le moment, on va y venir, le moment était malvenu, pourquoi pas. Ok, mais la réalité, elle est quoi ? C'est qu'à Mayotte, vous avez un département, vous avez 200 000 Mahorais, vous avez des immigrés en situation régulière, et vous avez effectivement, comme il vient d'être dit, environ une centaine de milliers, soit quasiment un tiers de la population en situation irrégulière. Je ne parle pas des migrants en situation, des populations en situation régulière. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème tout d'abord de structure, parce que prenez l'hôpital. Vous avez effectivement dit qu'il y a un hôpital, l'hôpital, premier hôpital d'Europe, maternité d'Europe, a été fait, autant pour moi, a été construit pour 100 à 150 000 personnes. Et vous voyez, Monsieur Piolle, qui est écologiste, je crois, ce chiffre a été confirmé hier soir. Je partageais un plateau avec Dominique Voynet. Donc on ne peut pas la suspecter, même si elle n'était pas d'accord avec le propos de Retailleau, mais on ne peut pas la suspecter d'extrême droite, parce qu'elle reconnaissait que la maternité elle-même avait été faite et l'hôpital avait été fait pour 150 000 personnes. On est à 300 000 personnes. Il faut se poser la question. Donc le fait de se poser la question ne veut pas dire qu'on fait de l'anti-immigré, pas du tout. En revanche, c'est de se dire quels sont les vrais sujets, qu'est-ce qu'on fait, procéder à des arbitrages, ne pas dire il n'y a aucun problème, c'est qu'il n'y a rien à voir. Dernier point, effectivement, le réchauffement climatique, parce qu'il y a aussi ce sujet supplémentaire, le réchauffement climatique d'une manière générale fait que ce type de tempête tropicale, il y en aura de plus en plus très brutale, etc. Donc il faut repenser la construction de Mayotte avec à l'esprit, probablement, et c'est confirmé par un certain nombre d'architectes, de nouveaux matériaux, des normes respectées, parce que là aussi les normes n'ont pas toujours été respectées. On a parfois fermé les yeux sur ces sujets. Effectivement, on en parlera, Benoît Perrin ? Alors c'est un peu difficile de parler de manière rationnelle, évidemment, parce qu'on est tous un peu bouleversés par les images qu'on voit. Mais néanmoins, je crois que pareil, le rôle d'un responsable politique, c'est de répondre aux préoccupations de ses concitoyens. Et c'est pas de verser dans l'émotion. Et quand on entend Monsieur Piolle qui justement joue de l'émotion pour finalement distiller toujours le même discours, consiste à dire en fait qu'il n'y a jamais de limite en rien. C'est-à-dire, en gros, on peut dépenser de l'argent sans limite, on peut accueillir sans limite, on peut construire sans limite. Non, il y a des limites. Et là, la limite, elle est simple. La limite de Mayotte, c'est qu'effectivement, il y a une immigration qui est massive et qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. On ne peut pas recevoir dans de bonnes conditions tout le monde. Donc, il y a des limites. Et ça crée des conflits avec les Mahorais eux-mêmes. Et j'allais y venir, c'est mon dernier point. C'est que, je vous parlais tout à l'heure du rôle du responsable politique qui doit répondre aux aspirations de ses concitoyens. Et bien là, c'est le cas. Je veux dire, vous écoutez les élus de Mayotte, vous écoutez les habitants, vous découvrez qu'il y a plein d'associations qui se montent de défense, en gros, d'autodéfense en quelque sorte, parce que justement, l'État
l'État français n'est pas en mesure d'assurer leur sécurité. Et pourtant, on a envoyé le GIGN. Donc je veux dire, il y a un moment quand même où il faut faire preuve de bon sens et pas d'idéologie ou de dogmatisme. Bruno Retailleau fait preuve de bon sens. Il y a un chiffre que j'aimerais vous donner, c'est le résultat de l'élection présidentielle à Mayotte en 2022. 59%, c'est le score réalisé par Marine Le Pen. C'est le contraire du score national. On est sur une île. Non, mais on est sur une île qui est à plus de 90%, donc 90% des habitants au moins sont musulmans. C'est pas anodin de voir un tel score en faveur du Rassemblement national chez une population qui est massivement musulmane. Ça traduit l'inquiétude de l'immigration. Non, mais qu'est-ce qu'ils vivent ? Ils vivent une submersion, et là il faut le dire clairement, migratoire. Et elle est même à deux niveaux, si vous voulez. Le principal niveau, c'est, je parlais de la première maternité d'Europe. Pourquoi on dit ça ? Ça veut rien dire si on dit pas les chiffres. C'est plus de 20 000, 22 000 enfants qui naissent par an. Qu'est-ce qu'on cherche quand on vient des Comores ? Quand on vient de l'Est africain, parce que c'est pas que les Comores, il y a des gens qui viennent, voilà. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à devenir français pour ces enfants. C'est pas qu'on veut venir coloniser, c'est pas qu'on veut venir. On cherche à se sauver d'une réalité comorienne, est-africaine, et c'est pas faire injure à certains États qui sont en face, qui sont soumis pour beaucoup d'entre eux à des opérations très dures du point de vue sécuritaire. Qu'on parle du Mozambique jusqu'en haut à la Somalie. Voilà, c'est long, c'est très long, et tout ça est très déstabilisé, même si le Kenya, vous voyez, Tanzanie, on pense que ça va pas très. Ça va pas très bien du tout non plus. Donc on est face à cette capacité à se dire, là il y a un bout de territoire qui n'est pas contrôlé. Alors ça c'est le deuxième niveau, il n'est pas contrôlé. Submersion migratoire, natalité totalement artificielle, mais dans tentative de se sauver. Et de l'autre côté, vous avez aussi un territoire qui est soumis à la règle des gangs. Vous parlez d'autodéfense, pourquoi ? Parce que c'est des gangs qui maîtrisent à partir de 10h du soir, 9h du soir, les carrefours de circulation, la capacité ou pas d'être libre ou pas de se mouvoir dans ce territoire. Le préfet vit dans une petite île en face. Il peut pas vivre sur le territoire tel. Le préfet de la France. C'est quand même quelque chose qu'on ne découvre pas aujourd'hui. Ce chaos était déjà existant. Évidemment, le cyclone vient mettre malheureusement quelque chose de terrible, encore un ingrédient climatique, vous l'avez dit Jean-Claude, sur ce terrain-là, mais on ne découvre rien. Et donc Mayotte va servir de laboratoire politique, mais il va servir à rien. Il va servir à rien, parce que quand on écoute Monsieur Piolle, qu'est-ce qu'il en fait, Monsieur Piolle ? Un objet de politique intérieure. Un objet de politique intérieure, mais intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, Retailleau est infréquentable, je ne veux pas dans cette période d'incertitude, on ne peut pas s'associer avec ces gens-là, il faut les virer, il faut les sortir. Voilà. Et surtout, on ne peut pas discuter des sujets, donc en fait, on ne discute de rien. Et surtout, on ne répond pas aux préoccupations des gens. On fait que reconstruire, alors même que les Mahorais, vous avez raison de dire, que les Mahorais vous disent non, c'est insupportable. Écoutez les élus parlementaires de Mayotte qui n'ont rien d'extrême droite, comme Madame vous avez deux députés à Mayotte, on va parler d'Essa Youssoupha dans un instant, et vous avez aussi une députée Rassemblement National qui avait battu un député sortant qui était membre des Républicains. Au milieu de tout ça, j'aimerais vous proposer une déclaration d'amour, justement. Vous parliez d'Essa Youssoupha. Le coup de cœur de Thomas Alexhauser, pardonnez-moi, c'est pour Essa Youssoupha. Elle était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin hier sur Sud Radio. Coup de cœur. Oui, je ne connais pas personnellement Estelle Youssoupha, mais j'ai trouvé que son expression et son intervention chez Jean-Jacques Bourdin hier à Sud Radio était pleine de dignité vis-à-vis de la situation. Elle n'est tombée dans aucune démagogie, elle n'est tombée dans aucun catastrophisme. Plutôt, elle a relaté une situation, une réalité, et j'ai trouvé que elle a très bien répondu par tweet également à Jean-Luc Mélenchon, qui tout de suite a dénoncé l'inaction de l'État et le manque de prévision de l'État dans la situation. Et je sais qu'elle siège au sein du groupe Lyotte avec Charles de Courson, et je voulais la féliciter de justement avoir cette hauteur de vue vis-à-vis de la population, vis-à-vis des électeurs, et de se tourner vers la reconstruction et de ne pas tomber dans des polémiques stériles. Et donc c'était mon coup de cœur aujourd'hui pour la dignité dont cette députée a fait part depuis la crise terrible que subit Mayotte. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs, mahoraise, à en parler avec beaucoup de dignité. On en a eu un certain nombre de témoignages de Mahorais et de Mahoraises sur Sud Radio depuis le début de la semaine. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. On va parler un peu moins de Mayotte, on va parler un peu moins de François Bayrou, le laisser tranquille pendant un quart d'heure, et on va vous parler d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Macron, c'est fini, ou presque. C'est ce qu'elle a dit, Marine Le Pen, ce matin, dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Elle anticipe une présidentielle anticipée, c'est-à-dire, parlons vrai, une démission d'Emmanuel Macron si l'expérience Bayrou ne marche pas. Est-ce qu'elle démarre trop vite ou pas? C'est ce que vous nous direz. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs, Benoît Perrin, Jean-Christophe Gallien, Thomas Elexhauser et Jean-Claude Beaujour. Trêve de discussion sur les débuts de François Bayrou, trêve de discussion sur le drame mahorais sur lequel évidemment Sud Radio reviendra au cours de la journée. Parlons d'Emmanuel Macron. Macron, je cite, c'est fini ou presque. C'est ce qu'a dit ce matin Marine Le Pen dans les pages du Parisien aujourd'hui en France. Marine Le Pen qui dit se préparer à une présidentielle anticipée. En d'autres termes, elle se prépare à une démission d'Emmanuel Macron. D'abord, est-ce que c'est crédible, Jean-Christophe Gallien ? De quoi, la démission ? La démission, elle est pas crédible. Elle peut exister dans l'idée. C'est plausible ? Aujourd'hui, vous savez, rien, évidemment, heureusement d'ailleurs, rien n'empêche le président au sens, si vous voulez, de quelque chose qui pourrait devenir de l'institutionnel ou du politique, parce que sa légitimité personnelle, il l'a avec le peuple français dans une élection au suffrage universel direct. Pour 5 ans. Voilà, donc la cause est entendue. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit bien que depuis notamment l'acte de dissolution, une question qui était, si on est très honnête, qui circulait, non pas seulement parce qu'elle était portée par la France Insoumise et M. Mélenchon, mais parce qu'elle existait parfois même dans le camp du président de la République après l'élection présidentielle de 2022. Chez Édouard Philippe, chez d'autres acteurs qui ne le disaient pas très clairement, mais entre les lignes, avouaient que finalement, à un moment donné, le problème de ce pays pouvait être Emmanuel Macron. Ça s'est accentué après la dissolution. Ouais. Et la diffusion de... Vous savez, c'est comme tout. C'est un sujet qui est en dehors du débat public, mais qui rentre par des flux comme ça, qui sont incertains, mais qui pénètrent quand même. Puis à un moment donné, il devient un sujet de conversation. Et ce sujet de conversation est devenu celui, évidemment, de la France Insoumise, une partie des gauches, une partie d'Ensemble pour la République, je le redis, qui s'est emparé de cette question et qui le dit maintenant de manière très ouverte. Le Rassemblement national étant, à ce moment-là, une chambre d'écho, si vous voulez. C'était quelqu'un qui disait mais pourquoi pas finalement. Nous, on ne le veut pas, on ne le propose pas. Monsieur Bardella était le premier à dire avec d'autres soldats du Rassemblement national que ça pouvait être une hypothèse. Là, aujourd'hui, c'est très différent puisque Marine Le Pen envisage, comme d'autres avant elle, candidate à la présidence de la République, puisqu'ils sont tous dans cette obsession, tous autant qu'ils sont, les Attal, les Édouard Philippe, les Laurent Wauquiez, Mélenchon évidemment, même chez les socialistes maintenant on commence à murmurer certaines ambitions, et donc il y a Marine Le Pen aussi. Donc oui, dans l'idée que la pression devienne très forte sur Emmanuel Macron, que de l'Assemblée nationale où il y a une guérilla qui est devenue une guerre potentielle si François Bayrou n'y arrive pas, et bien vous allez avoir une guerre, Assemblée nationale, président de la République, Assemblée nationale, Élysée. Tant que ça reste là, il n'y a rien qui l'oblige à partir. Par contre, si certaines forces, comme elles l'ont dit, c'est ça qui est un peu différent. La France Insoumise a dit ça se passera dans les urnes ou dans la rue. Dans les urnes ou dans la rue. Ça veut dire que la rue est une hypothèse potentielle de pression sur le président de la République aujourd'hui. Et donc dans ce cas-là, comment fait le président de la République ? Comment font les institutions ? Comment fait le reste de la classe politique ? Qu'elle donne écho à cela ? C'est pas qu'elle suggère que ça va se faire, mais c'est une hypothèse qu'elle continue maintenant à pousser dans l'opinion. C'est-à-dire qu'elle participe aujourd'hui de ce flux qui va mettre la pression sur le président de la République. Thomas Elexhauser. Cette hypothèse d'une démission... Mais il faudrait quoi d'abord ? Il faudrait un échec du gouvernement Bayrou, par exemple. Je pense juste après pour y arriver, il faudrait une succession de censures et de gouvernements successifs qui tomberaient les uns après les autres. Une situation un peu à la 4e République. Pardon, mais on vient d'avoir 4 premiers ministres en moins d'un an. On n'a pas vu ça depuis 1957. Oui, mais bon, on exagère un peu le chiffre de 4 parce que... Pourquoi ? On y est. On a un changement de borne à Attal qui n'était pas lié à une crise politique. Sauf que pendant 20 ans, on s'est souvenu de la brièveté c'est un casting. On ne change pas de Premier ministre lorsque c'est un succès. Pendant 20 ans, on s'est moqué de la brièveté d'Édith Cresson. C'est un choix du président qui était lié à la pré-réforme des retraites, etc. Bon, très vite. Mais je pense qu'on pourrait aller vers une démission du président en cas de succession de crises parlementaires notamment et politiques. Mais ces successions de crises parlementaires et politiques, il faut que des parlementaires l'assument d'appuyer sur le bouton. Sauf que quand on appuie sur le bouton, on l'a fait une fois, on peut se faire plaisir. Je pense que faire ça avant les fêtes de Noël, c'était pas le bon moment. Mais on voit bien que d'avoir appuyé sur le bouton, ça a des conséquences immédiates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement en place au moment où Ursula von der Leyen, chaque jour, avance son Mercosur un peu plus. On n'a pas de ministre et de Premier ministre en position de monter au créneau
sur la scène européenne et à Bruxelles pour dire maintenant on arrête, on repose les choses. On a aujourd'hui un Premier ministre qui n'a pas de gouvernement en exercice dans l'une des pires catastrophes climatiques et naturelles de notre histoire contemporaine. Et donc appuyer sur le bouton, ça a quand même une responsabilité. Peut-être, mais on de a une assemblée. dire quelle est la conscience des députés de se dire j'appuie 2 fois, 3 fois, 4 fois sur le bouton et pendant ce temps-là que faisons-nous de notre budget, de notre économie. Aujourd'hui un appel a été lancé par le patronat mais enfin, on est coincé avec l'Assemblée nationale la plus divisée de l'histoire de la Ve République. Mais les députés sont d'accord sur rien, mais les députés peuvent quand même un temps soit peu s'entendre pour garantir un minimum de stabilité dont notre pays et notre économie a besoin. Pour répondre à votre question, hypothèse présidentielle anticipée, est-ce crédible? Est-ce que Marine Le Pen, pourquoi est-ce qu'elle se prépare? Est-ce possible? Oui, parce qu'on voit bien que s'il devait y avoir, je ne le souhaite pas à titre personnel, pour une stabilité des institutions, et précisément parce que nous avons des échéances nationales et internationales qui font qu'on ne peut pas être en campagne en incertitude permanente. Donc à titre personnel, je ne le souhaite pas. Maintenant, est-ce que techniquement ou politiquement c'est qu'un risque? Oui, il existe, parce que si les institutions sont bouclées, sont bloquées, et si les parlementaires sont dans l'opposition de tout, malheureusement le président, puisqu'on est dans un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, il sera bloqué. Ouais. La dernière chose, effectivement, vous avez raison de dire que les députés ne peuvent pas s'amuser à cela. Et ça vaut y compris pour Marine Le Pen, y compris pour elle, parce que si c'est elle qui et entre autres appuie sur le bouton, et elle a un bouton un peu plus lourd que les autres, les électeurs peuvent effectivement s'en souvenir, et puis elle pense qu'elle sera mieux préparée, ou que son parti sera mieux préparé en cas de présidentielle anticipée. Pas si sûr, parce qu'on a bien vu que lorsque M. Bardella, on lui a dit mon coco, tu seras Premier ministre dans 2 semaines avec toutes les échéances, lui-même a avoué qu'il a commencé à mal dormir. Et lui-même a avoué ça se serait arrivé à tout le monde. Non, mais quand on dit mal dormir, François Bayrou, il est content. Mais attendez, quand je dis mal dormir, c'est surtout. Quand je dis mal dormir, j'entends plutôt très mal préparé. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je voudrais revenir sur Marine Le Pen et son entretien dans le Parisien ce matin, où elle évoque cette démission du président et se tenir prête. Je pense qu'elle ne le fait pas de manière innocente. Je pense qu'elle le fait aussi vis-à-vis de M. Bardella, dont on voit ces foules immenses à l'acquisition de son livre et à chacun de ses déplacements, et rappelons-nous aussi que Marine Le Pen a une échéance à fin mars judiciaire de savoir si elle sera ou pas inéligible dans la condamnation sauf que si tous les fusibles de Matignon sautent les uns après les autres, il faudra bien qu'on regarde celui de l'Élysée. C'est exactement ce que je veux dire. Il y a un moment où il faut prendre conscience de la situation dans laquelle on est. On a un président qui a une pression interne incroyable, qui a une pression extérieure incroyable. Pression interne, on a quand même eu 4 premiers ministres en un an, on n'a pas de gouvernement, on sait que ça va être difficile de monter un gouvernement, on a une assemblée qui est complètement éclatée. Donc je veux dire, il y a un moment où le Premier ministre qui, dans nos institutions, effectivement sert de fusible, je veux dire, cette carte, elle va pas jouer indéfiniment. Donc une fois que on a joué la carte du Premier ministre, encore une fois 4 en un an, il y a un moment où la question du mandat du président de la République se pose. Logiquement, je veux dire, il y a un moment où finalement le garant des institutions, c'est quand même lui. Si rien ne fonctionne, il y a un moment où on va quand même se poser la question. Et puis, peu d'influence à l'extérieur, on l'a vu effectivement au niveau européen, où il n'a plus absolument aucune crédibilité. Et se poser la question de Marine Le Pen en disant est-ce que c'est normal qu'elle se prépare ? Heureusement qu'elle se prépare. Ça fait je veux dire, là aussi, c'est du bon sens. On vit une situation politique inouïe, on ne sait pas où on va. Je veux dire. Après, vous avez aussi des gens qui se préparent depuis des dizaines d'années qui sont pas prêts à garder François Bayrou à Matignon, par exemple. Non, mais ça, c'est vrai. En revanche, juste un mot. Si le président de la République démissionne, ça fera effectivement un précédent inouï. Parce qu'aujourd'hui, on a un phare en quelque sorte qui est garant de tout, c'est le président de la République. Si maintenant, c'est comme le pape. C'est le jour où le pape a démissionné, ça a quand même bouleversé les traditions du Vatican. Vous venez de comparer Emmanuel Macron. Là, non, mais vous voyez ce que je veux dire, dans les traditions, c'est incroyable. Vous avez une qui se prépare un peu de bouteille. Le jour où il démissionne, plus aucun président de la République ne sera à l'abri de la pression de l'Assemblée nationale, voire même des Français. Voilà une conclusion pour un politologue. Vous avez une minute, Jean-Christophe Gagnaire. Je crois qu'on est face à quelque chose qui peut être un précédent, mais qui est aussi peut-être une des dernières capacités du système de se purger des impasses qui sont à l'œuvre. Après, ce qui est en train de se passer malgré tout sur le plan, rassurons nos auditeurs sur le plan européen, il y a d'autres pays que nous qui vivons ces difficultés. Nous, on a garanti la stabilité pendant de très longues années de notre système, encore une fois, de fonctionnement politique. On était observé pour ça par rapport à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne, l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne, en ce moment la Belgique et l'Autriche qui n'ont toujours pas de gouvernement après des semaines et des semaines. Donc on n'est pas les seuls, si vous voulez, et ça fonctionne plutôt pas si mal au niveau européen, il faut rassurer les gens. Par exemple, c'est un détail technique, mais dans les cabinets des commissaires, mais aussi dans les grandes administrations de la Commission, par exemple, les Français sont très bien placés, rassurons-nous aujourd'hui. Ça dit pas que ça fait l'influence totale de la France, au Conseil, par exemple, mais le président de la République y est, il continue. Et c'est même, je vais vous dire pourquoi il ne veut pas partir en ce moment. de torpiller le Mercosur. Ouais, mais le Mercosur, c'est une autre affaire qu'on n'a pas réglée depuis 20 ans, donc c'est une autre sujet. Et puis tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, même au niveau français, sur les dimensions de cet accord. Mais la réalité, c'est que le président de la République, aujourd'hui, il est presque très content. Vous voyez, il va partir là, il fait un voyage effectivement à Mayotte, mais il va pas seulement à Mayotte, il va ensuite à Djibouti, ensuite il va en Éthiopie, il est ce soir au Conseil européen. Non, c'est la star française, Emmanuel Macron. C'est lui, il y a que lui. Se prendre sous les coups. La séquence Trump-Zelensky l'a conforté à rester. Exactement. Juste mot, peut-être effectivement que sur le plan institutionnel, ça peut fonctionner, chez d'autres Européens ça fonctionne, mais sauf que sur le plan économique, ce sont de mauvais signaux pour nos entreprises qui sont... L'entreprise veut dire aussi, dans ma tête, veut dire aussi emploi. Et ce sera le mot de la fin pour tous les Français. Et c'est la raison pour laquelle des patrons de syndicats, notamment patronaux, se sont inquiétés de l'instabilité gouvernementale. Merci à tous les quatre d'avoir débattu sur Sud Radio. Bonne fête de fin d'année. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, Thomas Elexhauser, secrétaire général des centristes, d'Hervé Morin et Jean-Claude Beaujour, avocat président du Forum transatlantique. À suivre sur Sud Radio, Berkoff dans tous ses états avec un invité exceptionnel, la bête noire des Japonais, l'écologiste Paul Watson, libéré par le Danemark il y a quelques jours, alors qu'il devait être extradé vers le Japon. Eh bien, il sera l'invité exceptionnel d'André Berkoff sur Sud Radio dans quelques minutes. Ce sera juste après le journal de midi. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête.